conviction en partant de vos motivations. C'est quoi votre conviction? Vous êtes sûr de quoi? Let's go. It's okay. Non, plutôt ma motivation. Ma motivation, c'est simple. Le Congo, depuis pratiquement, quand je parlais de 32 ans, parce qu'effectivement, ce système au pouvoir, surtout le système oppressé au pouvoir, depuis 32 ans. Nous avons connu une brève transition, qui a été une transition difficile à gérer, parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de coups qui ont été faits pour enterrer la démocratie. Donc ma motivation aujourd'hui, c'est la restauration de la démocratie au Congo. Ma motivation aussi, c'est que le peuple congolais soit libre. Ma motivation aussi, c'est que le Congo est géré par un homme qui devient problème au lieu d'être une solution. On est chef pour servir son peuple. On n'est pas chef pour détruire son peuple. Alors donc aujourd'hui, je suis personnellement convaincu que le Congo ne peut plus attendre quoi que ce soit de système, parce que nous ne voulons pas faire du Congo un royaume. Le Congo a connu des rois qui n'ont pas pu aller plus loin. Le système, le Congo c'est une république, donc nous voulons que la République du Congo devienne un État, une nation, un État-nation qui s'occupe de sa population et qui donne, qui prépare l'avenir de ses enfants et qui doit effectivement préparer aussi sa place dans ce 20e siècle. On ne peut plus rien attendre de cet homme-là. Voilà pourquoi je suis aujourd'hui debout et très engagé pour que ce système soit en tout cas mieux fait. Merci, monsieur le futur président du Congo. Oui, voilà, Côte d'Ivoire. Je me permets. Est-ce que, chers auditeurs et auditrices du Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, média national congolais, média privé, nous sommes sur la place de Paris. Nous allons interviewer une personnalité qui va se présenter au nom de notre média. Et nous sortons le sujet de notre intervention ou de notre interview, c'est que nous sortons d'une conférence qui s'est passée dans le 20e arrondissement, animée par des éminentes personnalités, dont Eugénie Deki, qu'on ne sera plus présenter sur la place médiatique. Mais pour faire bref, messieurs, bonjour. Bonjour. Est-ce que pour nos auditeurs et auditrices, tant sur le Congo, le pays national, notre beau pays, et que nos amis internautes vont avoir l'amabilité de vous présenter? Oui, tout à fait. Je suis Romain Bédel Sousa, je suis congolais. Et j'ai été conseiller de Pascal Lissouba, après avoir exercé des activités professionnelles ici, parce que j'étais ingénieur chez Alcatel, directeur de sa filiale ici en France. Et puis avec la démocratie qui venait de naître au Congo, et ce qui m'a mené donc à rompre mes activités professionnelles ici pour aller servir mon pays auprès de Lissouba. Donc j'étais membre du conseil national de l'UPADES et puis aussi membre du conseil économique au Congo. Nous savons que là vous venez nous présenter brièvement votre parcours, mais de vous-même, d'où est parti votre engagement? Est-ce que c'est un engagement patriotique militant ou est-ce un engagement politique? Non. D'abord, les deux vont de pair. Si vous faites la politique et que vous n'êtes pas patriote, votre politique ne sert à rien. Mais si effectivement vous engagez à la politique parce que c'est là où vous pouvez vous exprimer et atteindre, si vous voulez, les objectifs que vous avez pour votre pays, donc vous êtes un compatriote d'action et vous devenez un acteur politique. C'est pour cela que moi, je me suis engagé en tant qu'acteur politique, un compatriote tout à fait attaché à son pays, à ses compatriotes, à l'Afrique.
Et j'ai été engagé auprès de l'Issouba parce que l'Issouba, sa vision c'était le panafricanisme. Et comme je suis très attaché à l'Afrique, et je suis donc engagé pour l'Afrique et pour le Congo. C'est très gentil ces beaux mots, mais monsieur, vous vous appelez monsieur Sousa. Comment se fait-il que ce chant ou ce clip patriotique ne sort pas de votre département d'origine, il sort d'un pays étranger? Y a-t-il pas manque de concordance dans votre discours? Oh, je ne pense pas. La plupart de tous ceux qui ont mené des luttes de libération, Gandhi l'a mené en Afrique du Sud. Son combat, elle l'a mené en Afrique du Sud. Nelson Mandela était en prison, donc c'est comme s'il n'était pas dans son pays. Il l'a mené son pays en prison, son combat en prison. Et pour s'exprimer, agir, on n'est pas forcément obligé d'être sur place. Je suis en même temps sur place parce que je suis sur le terrain. Je mène des actions humanitaires au Congo, mais aujourd'hui, par rapport à ce que je suis engagé à faire, je ne peux pas rester au Congo, étant donné que tu ne peux pas t'exprimer, tu ne peux pas sortir, tu ne peux rien faire. Et pour que ce que je fais puisse avoir écho, je dois être dans une nation ou dans un endroit où je peux rencontrer, par exemple vous, et si j'étais au Congo, je ne vous l'aurais pas rencontré. Si j'étais au Congo, je n'aurais pas pu avoir cet espace aussi agréable, bien, qui parle de la matière grise, où l'élite congolaise peut s'exprimer, peut dire ce qu'elle a pour son continent. Alors c'est pour cela que je suis ici, mais en même temps je suis au Congo. Bon, maintenant, allons un peu, nous sommes là, je crois, dans le 20e arrondissement de Paris. Nous sortons d'une conférence de presse que vous avez animée. Est-ce que vous pouvez présenter, d'après vous, la définition de cette conférence de presse? Les enjeux pour le citoyen lambda, pas celui qui vit à l'étranger, mais pour le citoyen lambda qui est sur le territoire national. Oui, c'est simple. Au cours des débats, des échanges que nous avons eus, des échanges très futurs, mais nous avons évoqué, à mon avis, 3 grands thèmes. Le premier thème, c'est que nous sommes dans un pays qui vit sous la dictature, sur la tyrannie, qui ne connaît pas ce qu'on appelle la démocratie. Donc il fallait effectivement évoquer toutes ces questions, faire l'analyse du diagnostic de la situation que connaît le Congolais. Et comme je venais de vous le dire, que le problème du Congo, c'est un homme qui a érigé un système où il croit tout permis, où personne ne peut faire en dehors de lui. Mais nous sommes là justement pour dénoncer ce système et aussi pour agir contre ce système. Ça, c'était d'abord le premier thème sur la démocratie. Le deuxième thème que nous avons évoqué, c'est que quand nous sommes dans un pays où il n'y a pas de démocratie, donc il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de liberté, ce qui dit pas de liberté, pas de sécurité. Et nous vivons à l'heure actuelle au Congo le même système que nous avons connu avant la conférence nationale. Là où les Congolais n'avaient pas le droit de s'exprimer, on peut vous mettre en prison sans jugement, on peut vous arrêter, on peut vous enlever sans procès, on peut vous tuer et sans justice. Et nous sommes dans cet instant-là, il faut dénoncer ces choses-là et en même temps mener des actions pour que plus jamais cela. Donc c'était le thème sur l'insécurité au Congo par rapport au système tyrannique qui est installé. Et nous avons évoqué le problème de l'accident d'hélicoptère à Pointe-Noire. Parce que les aéroports, on les garde en pleine population, alors qu'ils avaient pris la décision il y a 32 ans de cela, qu'on devait déplacer ces aéroports, rien n'a été fait. Donc l'aéroport de Brazzaville et celui de Pointe-Noire notamment. Ensuite, nous avons évoqué effectivement le problème de localisation des casernes militaires qui était danger pour les Congolais. Et la conséquence est que le 4 mars de cette année, il y a eu des Congolais, beaucoup de Congolais qui sont morts, beaucoup de Congolais qui sont sinistrés, simplement parce qu'il y a eu une caserne militaire au milieu de la population et qui n'avait pour but là que de sécuriser
la résidence est privée d'un homme censé assurer la sécurité de sa population. Donc là aussi, il y a un problème d'insécurité que nous avons dénoncé. Nous avons également dénoncé l'arrestation des Congolais. Il y a 2 avocats qui ont été arrêtés parce qu'ils étaient en plein exercice de leur métier, Malonga et Ombessa. Donc tout ce comportement n'est pas un comportement humain, c'est un comportement de tyrans, des méchants, qui ne sont pas là pour la justice, pour la paix, pour la liberté, mais qui sont là pour détruire la nation, détruire le Congolais. Donc il fallait dénoncer ça. Et puis éventuellement, nous avons évoqué le problème de la gouvernance. La gouvernance, et lorsque nous voyons que le pays était un pays pétrolier, troisième à son rang au niveau de l'Afrique, et les populations vivent dans des conditions terriblement malheureuses. Et vous avez un pays qui a le pétrole, qui n'a pas d'hôpital et qui n'a pas d'éducation, d'école à l'intérieur du pays. Les enfants sont assis à main du sol alors que nous sommes un pays où il y a le bois. Et l'argent du pétrole, qu'est-ce qu'on a fait avec? Qu'est-ce qu'on a fait avec? Donc il fallait justement dénoncer toutes ces questions. La conférence de presse avait effectivement pour terme cela. Et puis ensuite, quelle est la vision? Il ne suffit pas de parler. Qu'est-ce que nous voulons faire pour le Congo? Quelle est notre vision? Quel est le chemin que nous pourrons tracer afin que le Congo de demain ne sera plus celui d'aujourd'hui que nous vivons? Donc il fallait aussi donner aux conférenciers notre vision du Congo, ce que nous voulons faire de ce Congo. Et donc on a mis l'accent sur le rassemblement des Congolais, disons même aussi de l'Afrique, parce que les pays, les problèmes, ils sont communs. On a mis l'accent sur l'unité, parce que sans l'unité, vous ne pouvez rien. Dans un foyer, si un couple n'est pas uni, vous ne pouvez pas vivre. Ça ne peut pas vivre. Vous pouvez être heureux. Vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit. Pour que vos projets réussissent, il faut l'unité. La nation, c'est pareil. Si les compatriotes ne sont pas unis, si vous ne voyez, vous ne marchez pas dans la même direction, vous êtes voué à l'échec. Le pays est voué à l'échec. Il est voué au déclin. C'est pour cela que l'unité des Congolais est une priorité pour ce qui nous concerne. Bon, monsieur Soussa, ça a été un plaisir. Pour faire un peu court, parce que nous sommes derrière la notion de temps, on aura le temps de vous interroger sur d'autres sujets, mais nous aimerons poser deux dernières questions. Votre message a été-il percuté au niveau de votre auditoire? Et pour le citoyen congolais lambda, vous êtes sûr que ce message porté depuis la France peut-il avoir un impact pour l'avenir? Moi, je pense que les Congolais, même ceux qui étaient dans le présent à la salle, est-ce que le message a été compris? Moi, je pense que je ne peux pas être dans la tête. Parce que celui qui écoute, nous étions là un certain nombre de gens, mais tous n'écoutent pas la même chose, tous ne comprennent pas la même chose. Et pour les citoyens lambda du Congo-Brazzaville, ils seront pareils, parce que de toute façon, si on a voulu que les médias soient là, c'est pour justement amplifier l'information, parce que les radios comme les vôtres, numéro 1, qui peuvent toucher la population congolaise, ils suivront mieux que même si j'avais fait cette conférence sur place à Brazzaville, parce qu'elle ne passerait pas à la télé Congo, bon, à la radio Congo. nalingi opesa liloba ya suka mpona bato oyo bakoyoka yo na bakongo na total na makelekele na mpila na talangai liloba ya suka en tant que dirigeant ou acteur politique. Mais c'est mieux que on a na ndinga mboka parce que ndinga mondele bakoko bayoka ngote. Oui, message on a joué ça na bakongolo bana mboka. Avec un message d'espoir. Il faut que bango va comprendre que leur va na maboko ko kangama. Moteur sur la réalité. Sauf que moko fungoli maboko. Donc il faut pas que bango va penser que comme otage ou vie na bango était commis complètement ici. Non, il faut pas un espoir que Congo et Bimana Katia Makambo bango joue vivre. Congo est libéré. Congo et Bimana na prison, na servitude au bango bati la population.
Donc il faut que Bango, monsieur Nganato, que ça va un message d'espoir, que Bala na Boma, parce que la peur tue. Il ne faut pas que Bala na Boma, il faut que Bala na confiance, il faut que Bango bat vraiment debout pour que le rassemblement citoyen, au Sala, et le rassemblement, au même espoir pour que le Congo, qui la conférence nationale, si on toujours organisé pour qu'il y ait un groupe, et ça le même. Oui, Mbouta, merci. Merci pour tout le monde, ceux qui ont écouté cette interview. Nous étions avec son Excellence Monsieur Sousa, ancien conseiller du professeur Pascal Issouba. Il a une fiche d'identification assez lourde. Là, il était interviewé par votre correspondant, Jean-Richard Amédée Samba-Dinkoumbi. Et nous comptons que d'ici là, nous allons encore le retrouver sur d'autres cieux. Monsieur le Président, bon vent à vous et à nous revoir. Merci beaucoup. Merci. Comme je ne suis pas venu avec tout le cas, soyons un peu brefs pour que ça soit bien fait, parce que j'estime que il faut de la communication pour vous. Et là, ici pour Diaspora News, le magazine qui sort ici, qui est gratuit, et deuxièmement, j'envoie ça à Abidjan, Côte d'Ivoire, parce que je suis d'origine ivoirienne, je suis un autre roi. Donc voilà les choses. Juste. Non, mais si tu veux compléter aussi, on pourra te donner son adresse email. Merci. Voilà, peut-être, voilà. Merci. Comme ça, vous allez me dire. Balançons. Bon. Donc, j'ai dit simplement, pourquoi cette sortie du silence? Je reprends la question de Géniel. Pourquoi cette sortie du silence à l'approche même, c'est-à-dire à quelques jours de la célébration de la fête de l'indépendance de votre pays? Pourquoi? Vous savez, chaque événement dans la vie d'un homme a toujours des symboles, pas des symboles, quelquefois qui ne sont pas toujours maîtrisables par soi-même. Et pourquoi nous l'avons décidé la date du 7 et que cette salle était aussi très sollicitée, a pu trouver la place pour que cette manifestation puisse avoir lieu. Moi je pense que ça prouve que la sortie que je viens de faire maintenant, elle est dans la bonne voie et que c'était le temps. Parce qu'il faut un temps pour toutes choses. Il y a un temps où il faut se taire, il y a un temps où maintenant il faut se lever pour une action. Donc il fallait préparer cette sortie, il fallait qu'elle soit bien préparée. Et nous avons trouvé le temps convenable, le lieu convenable et une équipe aussi convenable pour accompagner justement ce mouvement. Ça, c'est bon. Et la deuxième question, c'est bien. Que pensez-vous de la situation politique de votre pays depuis la prise du pouvoir de M. Sassou? C'est-à-dire que depuis que Sassou est au pouvoir, qu'est-ce que vous pensez? La situation politique pour vous, c'est comment? Est-ce que c'est une situation morose ou qui porte un espoir? Mais elle était une situation heureuse. Je pense que j'aurais pu peut-être m'abstenir pour ne pas m'engager au niveau où je suis maintenant. Et si je suis debout et très déterminé, parce que le pays souffre, parce que le peuple souffre, parce que depuis le retour de cet homme, nous venons de vous parler des problèmes de sécurité. Il faut me donner la date précise à laquelle il est revenu. Il est revenu au pouvoir le 15 octobre 1997. Par un coup d'État, il a cherché un régime qui était établi démocratiquement. Le 15 octobre 80? 1997. Après une forte guerre. Hein? Non, mais la guerre, c'était le coup d'État qu'il avait déclenché. Ouais. Maintenant, il y a eu une résistance qui a conduit une guerre de 5 mois, bon, jusqu'à ce qu'il ait pu avoir l'aide de ses alliés étrangers pour mettre fin effectivement à la démocratie congolaise. Et nous devons récupérer notre démocratie, on ne peut pas supporter cette situation. Il faut récupérer la démocratie. Merci. Bon, la troisième question,
C'est juste simple. Bon, je vous l'avais déjà posé, mais je veux que vous reveniez là-dessus. Quand j'avais répondu sur la question de mon jeune frère, confrère, la France-Afrique, est-ce un mythe ou une réalité dans la vie africaine, en particulier congolaise? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, je dis que on parle toujours de la France-Afrique en Afrique. Tout ce qui s'est fait, c'est la France-Afrique. Est-ce que pour vous, est-ce un mythe ou une réalité? Ben, si ça aurait été un mythe, les autorités françaises n'en parlaient pas. Nous avons suivi une émission sur France 2 qui a clairement défini, expliqué, les acteurs se sont exprimés dans les réseaux, comment ils agissent. Maintenant, je pense qu'il est temps que les Africains prennent conscience que ça c'est une espèce de servitude et qu'il faut sortir de là. Il faut sortir de là. C'est une servitude. Hein? Ben oui, il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Lorsqu'on vous dit que les Africains n'ont pas d'histoire, mais les gens sont heureux d'attendre ce genre d'expression. Malheureusement, je crois qu'il faudra que les Africains puissent avoir un peu de dignité et qu'ils se mettent en valeur. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra vous mettre en valeur, c'est à vous de vous approprier de votre valeur. Si vous vous respectez, on vous respectera. Un enfant, si vous ne voulez pas qu'il vous insulte, ne le faites pas. Si vous le faites, vous lui apprenez à vous injurier. Mais c'est pareil. Je vous remercie. Ça, c'est le but de ce qu'on appelle LCI de ça d'ailleurs. Quand on les trois questions, c'est plus précis et plus consigné. On n'a pas besoin de les extrapoler. Mais ça, non, ça c'est à l'échelle panafricaine. Hein? Panafricaine, made in France. Mais pour Afrique number one. Moi, je ne te pose pas de questions? Non, c'est... Non, c'est bien que tu as deux petites questions. Il a développé certaines choses. Parce qu'il y a des questions qui étaient déjà... Oui, on a préparé à ça. Donc, deux petites questions, puis c'est fini. D'accord. Monsieur le président Sassou, c'est... Sassou. Sassou Nguesso. Non, Sousa, pardon. Non, ça c'est le président Sousa. Faut pas mélanger les pédales. C'est Sousa. Et puis moi aussi, j'ai un homme écrit Sassou. Moi, je suis avec un intérêt particulier la conférence. Donc, vous avez été clair, vous avez été très concis, vous êtes exprimé avec conviction. Moi, ce n'est pas une coïncidence, mais j'ai fait un document parce que nous avons une vision panafricaine à Ivoire Business. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous allez souvent sur Ivoire Business. Avant d'accéder au pouvoir, vous avez des ambitions politiques, mais quand même, en politique, il y a un fait qui est constant, c'est qu'on a un modèle. Vous avez servi l'Issouba, mais avant l'Issouba, il y avait Maria Ngouabi. Quel est votre jugement de valeur sur la gestion de ses convictions? C'était un homme de gauche qui a été victime de la France-Afrique, qui a été victime du néocolonialisme, qui disait toujours qui se plaignait du fait que Total F Capitaine avait une empreinte assez manifeste sur le pétrole du Congo. C'était même l'une des causes lointaines de son assassinat. On ne sait pas qui a profité du crime, ça c'est la deuxième question. Mais si je vous ai demandé de façon claire, comment vous jugez le passage au pouvoir de Mme Ngouabi au Congo-Brazzaville? Est-ce que ça a été un homme, c'était un idéologue, c'était quelqu'un qui était un patriote, quelqu'un que vous avez apprécié? Quelle est votre position aujourd'hui en 2012? C'est la première question. La deuxième question sera après, ça c'est à qui a profité le crime de Maria Ngouabi selon votre approche personnelle? Ok. Alors, je voulais plutôt soutenir être clair parce qu'il y a des valeurs que je ne peux pas me cacher. Ce serait pour moi très grave. Je ne m'identifie pas à un homme. Je ne peux pas m'identifier à un homme. Est-ce que vous avez un jugement à porter sur ce qu'il a fait? Je vais parler de ça. Mais par rapport au modèle, le paradigme, je ne peux pas être le modèle ou sur le modèle de quelqu'un. Le modèle que je suis chrétien, je suis le modèle de Dieu. Il y a certains chefs d'État qui disent Nelson Mandela mon modèle, tout ça, il y a quand même des références. Oui, j'en viens. Pas des modèles, mais des références. Voilà, les références, si vous voulez. Le modèle, mieux vaut, parce que l'être humain, l'être humain, quel que soit ce qu'il est. Par contre, je peux apprécier certaines méthodes, certains comportements des leaders politiques qui ont mené des combats de résistance
hein, comme le Kumokuma à l'époque. Idéal, quoi. Et voilà, et Nelson Mandela. Ces gens-là, pour moi, constituent effectivement des références capitales pour la lutte contre l'injustice, la lutte pour la libération. Et en même temps, ce que j'aimais en Gwabi, Mariam Gwabi, nous étions, j'étais jeune à cette époque, mais je l'ai connu. Je n'ai pas milité dans l'UGC, je n'ai pas été au PCT. Et pourtant, je suis des non. C'est quoi l'UGC? Pardon. Et Union de la jeunesse du Congo socialiste. Non, l'Union de la jeunesse socialiste congolaise. Mais c'est ce que je Ah, dis. d'accord. Le PCT, c'est le parti congolais de travail. Le PCT, c'est le parti congolais. Ou encore le petit congolais peut-être. Bon, alors, donc, Ngwabi, ce qui m'a beaucoup, je réécoute ces messages, ce qui a retenu mon attention en lui, c'est que c'est quelqu'un qui pensait que le Congo devait être un Congo indépendant, qui avait une vision d'indépendance et qui avait une vision de lutte contre l'injustice, parce qu'il aussi était très populaire. Il n'avait pas la notion du nord-sud, c'est quelqu'un qui avait l'esprit de rassemblement, mais il était entouré des rusés comme les Sassou et les autres, et qui effectivement, par la suite, se sont accaparés du pouvoir. Il était très mal entouré. Alors maintenant, en me référant à ces gens, c'est là où je dis que je ne peux pas être le modèle de quelqu'un, parce que ça m'a permis de connaître les erreurs des uns des autres. Ou là où ils ont failli, qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous prenez un gars comme le Souba, pour lequel je suis très attaché, parce qu'il avait une vision du pays, il avait parlé de la petite Suisse. En réalité, le Congo pouvait l'être. Le Congo est peu peuplé, avec beaucoup de richesses, c'est un problème de gouvernance. Alors il avait un bon projet, une bonne vision, et par rapport à sa vision, j'ai adhéré à cette vision. Je pensais qu'avec cet homme, on pouvait sortir le Congo de la souffrance dans laquelle il se trouve. Donc, et puis, je l'ai trouvé humain. Parce que contrairement à ce que j'ai beaucoup appris aussi au travers cet homme, sur cet homme, je suis resté avec lui en Londres à deux. De quelle année à quelle année? De quelle année à quelle année? Ben de 97 en 2000. À Londres. C'est moi qui faisais l'émission diplomatique, aller voir le chef d'État ivoirien à l'époque, de gauche à droite. Il m'envoyait, et quand même Bongo était élu pour 90, c'est moi qui suis allé le représenter là-bas, à Libreville. Mais c'est que j'ai appris de cet homme, la vision qu'il avait de cet homme, et il était humain. Il était humain, mais toujours mal entouré. C'est-à-dire? C'est-à-dire humain? Oui. Il aimait son pays, il aimait sa population. Les hommes, il aimait sa population. Le Souba aimait sa population. Le Souba avait un projet pour sa population. Vous parlez de Marien Ngwabi ou de Pascal? Non, il parle de Souba. Je parle là, on a fini avec Marien. Moi, le modèle de Marien, je l'ai défini. Hein? Là, je suis sur le Souba. Parce qu'il m'a parlé aussi de le Souba. Alors, donc, à partir de là, j'ai vu que cet homme était très mal entouré parce qu'autour des chefs, quand vous avez maintenant des gens qui forment des bandes, on a parlé de bandes de 4. Et ces bandes-là lui ont mené à des conflits et qui l'ont amené en 93 à des guerres, à des ruptures d'alliances et qui ont mené le pays dans la catastrophe. Alors donc, Mariam Ngwabi avait vraiment le sens du pays, donc c'était un patriote, c'était vraiment un patriote. Bon, et j'ai beaucoup aimé sa façon de considérer sa population. Il est mort sans être riche. Il n'a laissé qu'une petite maison au bord du fleuve Congo juste à côté. Mais à qui a profité le film selon vous? À qui a profité le crime? Mais à qui c'est les dirigeants actuels. Mais c'est les dirigeants actuels. Qui ça? Ben, ça soigne ses amis. Et il faut le dire. Et qui ont profité de tout ça aujourd'hui. Excusez-moi, monsieur. Là, vous touchez un problème clé, là. Pardon, non. Je vous pose la question, c'est une question directe, parce que j'ai fait un article, j'ai fait un document sur le Congo-Brazzaville. Oui. Et la phase finale, peut-être qu'il a dû voir ça, j'ai demandé à qui a profité le crime. C'est une question qui reste plus posée. Dans l'histoire de l'Afrique, on ne sait pas à qui a profité ce crime odieux contre Mariam Ngwabi. Mais ne peut profiter du crime que celui qui devient l'héritier du crime. Qui est l'héritier aujourd'hui du système? Hein? Ce n'est pas ce gouvernement, ce n'est pas cette équipe. Ok. Bon, moi, je ne suis pas avec vous, mais ça n'est pas vrai aussi. Non, je dis, c'est le système. Selon son approche. Hein?
C'est le système actuel. Ouais, d'accord. C'est le système actuel. Parce que on peut aujourd'hui parler de tout ce qu'on a jugé, de tout ce qu'on a fait, mais il n'y a jamais eu de vérité autour de ça. Alors donc, pour moi, tout ce qui assure la continuité après que Sassou soit marié soit mort et qu'il continue, mais il faut qu'ils nous disent la vérité. Autrement, s'il n'y a pas de vérité, c'est pour moi, ils sont coupables. Puis Sassou était son ministre de la Défense. Hein. Au moins, Ils sont coupables. Ok. Merci. Bon, moi, Merci. On a terminé. Merci. Ouais, tu allais dire Merci. quoi? Là, tu m'as encore dit même sur certaines choses. Il était ministre de la Défense. Oui, merci. Lui, il avait quelque chose qu'il n'avait pas compris. Oui, vas-y. Là, il avait déjà terminé, non? Non, vas-y. Non, mais parce que là, c'est qu'il a soulevé un problème. Non, mais excusez-moi. Là, il a soulevé en tant que panafricain et. On ne va pas le traiter comme étranger, mais comme panafricain, il a soulevé un problème qui est considéré par la nation congolaise comme étant le talon d'Achille de la création ou de la formation de la nation congolaise. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de choses se disent sur l'assassinat du président Martin Ngouabi, mais quelle est votre lecture à vous? Quelle est votre lecture à vous? Vous les politiciens, vous les politiques. Non, les politiciens encore c'est les commérages. Mais nous avons senti que vous êtes un homme qui va vers l'histoire, qui connaît les enjeux. Quelle est la lecture, votre lecture à vous de cet événement? Mais mon frère, lorsque vous savez, le maire de Nantes a été condamné alors qu'il n'avait pas commis l'acte. Il a failli manquer son poste de Premier ministre parce que par le fait qu'un collaborateur était responsable d'un acte qui était posé dans l'exercice de ses fonctions, alors que ce n'est pas lui-même directement, il a été condamné. Il a failli rater son poste. Le ministre a dit qu'il y a des responsabilités que nous assumons en tant que fonction. Quand vous occupez une responsabilité ou une fonction, lorsqu'un événement se produit, mais surtout que vous n'avez pas eu, si vous voulez, l'intelligence ou l'honnêteté de mener une enquête claire pour que vous soyez dédouanier d'une structure où il y a le soupçon, mais vous devez devenir comment. Et pourquoi on a tué Massamba? C'est le soupçon. Qu'est-ce qui prouve que Massamba, ces jours-là, c'est lui qui voulait prendre le pouvoir? C'est pas parce qu'il avait raconté Mariette que forcément il voulait prendre le pouvoir. J'avais trouvé une lettre secrète dans le document officiel, une lettre de Massamba qui demandait à Ngouabi de démissionner, sinon sa vie serait en danger. Et c'est cette lettre qui a été utilisée pour le convaincre. Il n'avait pas dit que tu démissionnes pour que je prenne le pouvoir. Non, enfin, il avait averti Mme Ngouabi si le danger qui courait, s'il ne laissait pas le pouvoir. Voilà. Alors, c'est cette lettre qui a été retrouvée, c'est une pièce à conviction qui se retrouve. Bon, alors donc aujourd'hui, effectivement, lorsque il aimait, ils étaient bien, ils étaient en contact tout le temps. Et que lui, il avait une équipe qui prie beaucoup aussi. Maintenant, si lui, il est au courant des dangers, et donner l'information, ça devient coupable. Non. Voilà. C'est un prétexte qui a été utilisé pour Monsieur, merci. Merci. Merci beaucoup. L'espace matière, lui, et de vous poser quelques questions en complément de la conférence de presse que vous avez bien voulu accorder aux Congolais de la diaspora, à la presse et à l'ensemble des observateurs africains à qui vous aviez un message particulier à transmettre quelques jours avant la célébration de l'anniversaire de votre pays, la République du Congo-Brazzaville. Très rapidement, on a évoqué au cours de la conférence la peur. J'ai relevé que vous êtes quelqu'un d'extrêmement courtois et que vous avez jugé qu'il fallait donner un message qui porte sur les faits plutôt que de pointer un doigt accusateur sur les personnes. Mais quelques observateurs dans la salle ont voulu que vous pointiez du doigt, que vous indiquiez qui, à votre avis, est à l'origine du marasme que connaît le Congo-Brazzaville, qui est pourtant un pays au potentiel économique immense. La première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'on peut faire de l'opposition politique sans moyens?
Si vous avez en face de vous un pouvoir qui, à tort ou à raison, dispose de moyens financiers quasi illimités pour perpétuer son pouvoir, que vous vous levez un matin pour dire « je vais me dresser contre ce système ». Dans un pays d'Afrique où, un peu, comme cela se passe partout ailleurs, si vous venez vous adresser aux gens sans un sac de riz, sans un sac de savon, sans une tine d'huile de palme, les gens ne vous entendent pas. Quel espoir vous avez que votre message porte si vous avez les poches vides? Peut-on faire de l'opposition sans moyens financiers? C'est une bonne question. Un homme politique porteur d'un projet d'avenir pour son pays est actuellement comme un chef d'entreprise qui a un projet de création d'une activité économique et qui doit aller vers son banquier. Il faut que lui, son projet soit bancable. Pour que son projet soit bancable, il faut que le contenu de son projet rassure, maîtrise le risque et peut donner espoir que je vais m'engager dans cette voie, je vais créer une telle activité, mais je vais y réussir. Et que le banquier voit toutes les garanties nécessaires, la motivation nécessaire, une vision nécessaire de l'activité qu'il veut mener. C'est pareil, c'est la même chose. Parce que moi-même, mon métier aussi, c'est la gestion du projet. Donc, un projet économique, un projet politique, c'est la même chose. Vous vous engagez, surtout que vous n'avez pas volé, vous n'êtes pas passé par la courbette pour aller quémander l'argent de gauche à droite. Ce qui doit être très fort en moi, c'est d'abord, le projet que je porte pour mon pays. 2, ma conviction que j'ai pour ce que je fais. 3, la détermination que je dois avoir pour atteindre le but que je me suis fixé. Et ces 3 éléments, c'est pour moi déjà une source de financement. Parce que j'ai beaucoup voyagé. Je ne demande rien aux gens, mais j'avance. Mais ils vont se rendre compte certainement, ceux qui hésitent, qu'il y a l'espoir. Peut-être le même hier, si j'avais demandé, qui aurait pu me fermer la porte. Demain, ils verront que ça ne sera plus la même chose et c'est eux qui pourront courir vers moi. L'essentiel, c'est d'avoir un projet cohérent. Avoir une cohérence. La plupart de tous les hommes qui se sont engagés en politique, ils n'ont pas d'abord une caisse de réserve qui fait qu'ils devaient avoir, à moins que vous ayez volé. Si vous n'avez pas volé, vous trouverez toujours sur votre chemin une personne qui peut soutenir votre idée, votre projet, si vous avez la conviction d'y arriver. Moi, je pense que le projet que je porte, la vision que moi j'ai pour mon pays, la détermination que moi j'ai, c'est déjà suffisant pour que je dise que j'ai le financement de mon projet. Monsieur le Président du CRAC, depuis le départ en exil du président Lissouba, beaucoup d'anciens responsables qui furent considérés comme très proches de lui ont fini soit par lassitude, soit parce que appelés à s'associer à l'œuvre de reconstruction de l'unité du Congo, ont fini donc, disais-je, par se rapprocher de Brazzaville. Je pense très rapidement à M. Bernard Coléas, qui fut maire de Brazzaville, dont l'actuel président de la République a contribué au financement des obsèques de son épouse. Je pense à quelqu'un qui fut très proche du président de la République, comme Claudine Mounari, qui fut, je crois, directeur de cabinet. Directrice du cabinet. Les deux fonctions sont souvent citées au masculin ou au féminin. Quelle est votre position? Est-ce que vous pensez, vous, sincèrement, l'homme politique que j'ai en face de moi, pense qu'il fallait rester ferme sur ses positions et dire non? Ou est-ce que vous pensez que c'était la liberté de chacun de dire un jour, je suis fatigué de me battre, je rentre à Libreville et je travaille avec Sassou? À Libreville, à Brazzaville, et je travaille avec Sassou. Voilà une question claire. Oui, elle est claire. Et moi, je vous dis qu'effectivement, si je parle que nous portons une voie d'espérance pour le Congo, c'est parce que nous sommes convaincus de cela. Nous sommes convaincus que je me suis engagé auprès de Lissouba. Ce n'était pas pour m'enrichir, ce n'était pas pour des postes, mais c'était par conviction politique. Parce que je crus à la vision qu'il avait de ce pays. Mais si je crois, l'homme peut partir, mais la vision qu'il avait reste. Ceux qui ont partagé cette vision, qui croient à cette vision, mais vous ne pouvez pas renoncer si vous avez des convictions. C'est une affaire de conviction. Mais si ce n'était pas une affaire de conviction,
je serais tout à fait bien placé pour être dans le système. Je venais de vous dire que le président du pays et son village est distant de 70 km de chez moi. Et comme les Africains veulent bien le faire, ils auraient pu dire c'est mon frère, c'est mon pouvoir, c'est mon système. Moi, je ne marche pas comme ça. Ce n'est pas ma vision du pays. La vision que j'ai de mon pays, c'est d'être moi-même. L'intégrité, la fidélité à mes convictions, parce que je sais que l'homme passe, l'homme n'est que souffle, il passe. Mais les convictions que j'ai doivent rester pour l'histoire, pour aussi les enfants. Parce que je ne peux pas changer. Si je change et que je suis même au pouvoir, c'est que je dirai aux Congolais, je ne suis qu'un menteur parce que je changerai après. Il faut que je sois moi-même et que les convictions que j'ai soient fidèles, que je sois fidèle à mes convictions. Autrement, c'est que je dis aujourd'hui, on m'a posé la question dans la salle, et quand je serai là, je changerai. Parce que je suis un réseau qui change. Mais là, ce n'est pas le cas. Je suis constant dans mes convictions, fidèle à l'engagement que j'ai pris, et je continue dans cette voie. Maintenant, ceux qui, effectivement, par lassitude, par désespoir, ont pensé qu'en se rejoignant le système, ils étaient une solution. Malheureusement, la plupart de ceux qui l'ont rejoint sont tous battus aux élections législatives. Donc, ils n'étaient pas de solution. La preuve, leur crédibilité aujourd'hui... Les populations n'étaient pas dupes. Ah ben voilà. Donc, vous pouvez jongler en tant qu'homme politique, mais vous n'avez pas affaire aux animaux. Ce sont des gens... vous savez, les paysans sont très sages. Ils sont très intelligents. Ils sont très conséquents, ces gens. Donc, il ne faut pas penser qu'on a affaire à des animaux. C'est pour cela qu'il faut être fidèle, il faut être constant. Et quand je dis que je combats le tribalisme, je sais de quoi je parle. Et c'est le combat que je mènerai quand nous serons aux affaires. Parce que le pays ne peut pas continuer avec ce comportement où les gens... En charge de la conduite des affaires du Congo. Et que les gens soient de la majorité présidentielle ou de l'opposition, beaucoup ont souvent fait la navette entre la majorité et l'opposition. Est-ce que vous ne craignez pas que les jeunes Congolais qui montent se disent c'est bonnet blanc et blanc bonnet? De toute façon, ils nous ont conduits au mieux. On ne fait plus confiance à cette génération-là. Il faut qu'il y ait une nouvelle génération qui émerge. Ou croyez-vous que, à travers la souffrance, les guerres, l'exil, vous avez acquis suffisamment en maturité pour être porteur d'un projet qui peut vous permettre, plus tard, de tendre le flambeau du changement aux jeunes Congolais qui montent? Oui, c'est une question qui est réelle. Vous savez que les découragements, c'est un ennemi de la volonté de la conquête. Quand vous êtes découragé, vous êtes lassé par un système, par une situation, vous êtes abîmé. Il faut plutôt ne pas être découragé. Il faut être debout. Il faut foncer. Mais ceux qui disent aujourd'hui, bonheur, c'est parce que, effectivement, il faut qu'ils apprennent à observer leurs leaders politiques. Il faut qu'ils observent. C'est très simple de voir. Moi, je vous tout à l'heure, pourquoi je fais confiance à M. Ngalibali, c'est pas parce que on est très bien. C'est parce que je vois que cet homme a fait la prison avec Lissouba. Cet homme a connu. Aujourd'hui, il aurait pu, par rapport à son âge, être au pays. Mais il est là, il est resté, on discute. Il croit. Il aurait pu dire, bientôt, maintenant, qu'est-ce que je vais encore faire? Comme les autres ont fait, il voit l'âge. Mais il ne faut pas voir l'âge. Mais mieux vaut encore partir, laisser la crédibilité à tes enfants, tes petits-enfants, que de te compromettre, parce que cela va les poursuivre. Alors, cette génération qui vient après la conférence, qui est impatiente, qui croit qu'effectivement, il n'y a plus rien à voir dedans, mais je peux les rassurer qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle où se trouve le pays, il faut qu'il ait un homme qui a une certaine sagesse, qui a vécu, qui a connu, qui sait à peu près comment on peut sortir le pays dans la situation où il est. Parce que les mots sont tellement graves. La division, le désespoir, la corruption qui a abîmé la mentalité des Congolais. Il faut reconstruire tout cela, sur le plan moral, sur le plan culturel, sur le plan éducatif, sur le plan... Le Congo est à reconstruire dans toutes ses dimensions. Donc là, il faut quelqu'un qui est passé par là et qui s'est mis à part
qui n'a pas voulu se servir pour essayer de redresser la situation, parce qu'il connaît là où il va, ce qui se passe. Donc il faut des gens intègres aujourd'hui pour sortir le pays de cette situation. Des gens qui ont acquis une certaine sagesse par l'expérience. Vous êtes originaire d'une localité qui est à environ 70 km de la ville natale de l'actuel président de la République. Étant de la même région que lui, est-ce que vous n'avez pas pensé à un moment que c'était tellement plus simple de vous rapprocher de quelqu'un qui est du pays et de collaborer avec lui plutôt que de vous opposer à lui? En Afrique, c'est tellement plus facile souvent de dire on est du même coin, on travaille ensemble, plutôt que de rentrer dans une opposition qui ne vous a rien apporté financièrement, qui vous a parfois obligé à vivre loin de votre pays. Enfin bref, pourquoi tant de galère? C'est pas tellement plus facile de bosser avec lui? Vous êtes un bouchi comme lui. Ben, c'est d'autant plus vrai que mon cas est tout à fait différent. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis le rare des Congolais. Mais je crois que plutôt les Congolais doivent observer mon comportement pour voir que celui qui aurait pu se servir refuse de se servir pour l'intérêt collectif, l'intérêt de sa nation. Et ça devait être l'exemple que le Congolais devait s'inspirer. Ça devait être aussi l'exemple que le Congolais devait comprendre que non, ce n'est pas un aventurier, ce n'est pas quelqu'un qui nous distrait, parce qu'il avait tout le temps d'aller se servir, il met les enquêtes, ils peuvent comprendre que je ne veux pas manger là-bas, que je ne rentre pas là-bas, et que je tiens le propos, et que je suis resté fidèle depuis toujours. Pourquoi? Parce que j'aime mon pays, j'aime mes compatriotes, et ce n'est pas une affaire d'ethnie, ce n'est pas une affaire de région, ce n'est pas une affaire de localité, c'est une affaire de la nation qui s'appelle congolaise. C'est une affaire d'un continent, le continent qui s'appelle Afrique. Donc ce continent, il y en a aussi dans d'autres pays, des gens comme moi, qui ont refusé d'aller se servir parce qu'ils appartiennent à l'ethnie du président de la République ou des leaders. Mais qui croit que les compatriotes, le patriotisme, c'est un bien commun. C'est ce qui nous unit dans une nation est plus important que les intérêts égoïstes, individuels. Parce que si moi je suis les autres parce qu'ils sont, je suis issu de cette contrée, mes petits-enfants, quand ils seront grands, mais le monsieur là ne sera plus au pouvoir. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir après? Et si je suis vu, parce que c'est ça la logique. Mais eux, à leur tour, ils seront sous quel régime? Sous quel pouvoir? Donc il ne faut pas tracer des chemins quand on sait qu'il y a un danger et que ça ne correspond pas à vos convictions. Moi j'ai choisi plutôt la voie de l'intégrité, la voie du patriotisme, la voie du respect des Congolais, la voie de la nation, de la considération de ses valeurs, de sa culture, de ce que le pays, la nation, le continent peut donner à ses enfants. C'est la voie que j'ai choisie. Et je suis fidèle à cette voie. Et je crois qu'il y en a aussi beaucoup qui pensent comme moi et qui peuvent effectivement suivre cette voie. D'accord. J'ai deux dernières questions à vous poser. Une question qui porte sur l'importante relation que nous entretenons avec la France et l'autre qui porte sur la sous-région, CEMAC. C'est important. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est finalement fatigué? Que la France-Afrique et la France soient responsables de tout ce qui ne marche pas en Afrique? De la pluie, du beau temps, de la neige, de l'excès de soleil. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut à un moment que des hommes politiques comme vous aient le courage de tenir aux Congolais en particulier, et aux Africains en général, le discours de la vérité? Les Français sont des partenaires. Ils ne viendront pas construire le Congo à notre place. Il faut mettre les jeunes Congolais au travail. Il faut répartir équitablement l'argent que nous tirons de nos ressources et cesser de croire que les Français viendront constamment faire les juges entre nous. Et cesser de laisser croire aux Congolais que quand ça ne marche pas, il faut identifier la France comme le coupable. Quelle est votre position sur cette question en tant qu'homme politique congolais? Ben, elle est claire parce que je l'exprime souvent à des autorités de ce pays que je rencontre. Et je le dis aussi aux compatriotes africains parce que je suis beaucoup plus entouré aussi de beaucoup d'Africains que forcément des Congolais. Mon équipe est restreinte qui travaille avec moi, il y a tout le monde. Parce que je crois que le projet que je pose, c'est un projet africain. Il est africain. Alors donc, comme c'est un projet africain, surtout l'Afrique centrale, et le problème étant le même, la France-Afrique, je venais de le dire tout à l'heure, n'est pas un frein pour le développement de l'Afrique.
pour la prise de conscience. C'est un problème de changement. Quand je parle de génération, ce n'est pas en termes d'âge. C'est par rapport à une vision politique, par rapport à un comportement d'action qu'on peut amener, par rapport à une réaction face à un problème. Donc, il faut maintenant, et il est maintenant, c'est plus que maintenant, que les Africains qui réfléchissent pour le continent africain cessent de se comporter comme les bébés. Il faut que quand ils sont en face d'un partenaire, qu'ils se considèrent comme étant un partenaire et non un demandeur de service. Quand vous êtes un demandeur de service, vous avez posé le problème sur les finances. Mais si moi je partais partout où je vais, je demande de l'argent, vous aurez pu lire dans le fiche. Vous aurez pu dans le fiche, puisque je sais que vous avez dû faire des recherches. Qu'il demande de l'argent de gauche à droite, et il n'est pas crédible, voilà, voilà. Mais il faut éviter ça justement. Il faut éviter ça. Mais mieux vaut continuer à mener une lutte par conviction. Et quand vous avez des partenaires, je dis bien les partenaires qui veulent vous accompagner dans le cadre du partenariat, vous êtes crédible, vous êtes respecté. Si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, la France-Afrique, à mon avis, les autorités d'ici en décrit, maintenant il faut le prendre au mot. Et il ne suffit pas de le prendre au mot, parce que le problème c'est que lorsqu'ils pensent qu'ils ne sont pas d'accord avec ce régime, mais en face de ce régime, il y a qui? En face, par exemple, de telle personne, il y a qui? À qui on peut faire confiance? Ce n'est pas en termes de subordination, mais quelqu'un de crédible qui peut amener des changements dans son pays. Mais le problème, il est aussi celui-là. Mais si vous êtes là, où vous partez demander, on vous donne ça, je vous donne le pays, je vous donne tout le pétrole, mais vous faites ça justement, et vous êtes toujours sur la soumission. Donc je crois que c'est un problème d'Africains. Il faut qu'ils changent de mentalité, il faut qu'ils changent de comportement, il faut qu'ils grandissent, qu'ils soient mûrs, et pour qu'ils soient respectés. Et quand l'Afrique aura des chefs d'État respectables, et on ne parlera plus de l'Afrique, France-Afrique, on parlera de partenariat entre la France et l'Afrique. Et ils ont besoin de ça aussi. Je vous pose donc la dernière question qui porte sur la sous-région. Je suis souvent consterné par le fait que les hommes politiques parlent peu de l'Afrique centrale comme une sous-région dont on doit intégrer les populations. Et pourtant, tous les indicateurs économiques nous amènent à considérer que aucun des 6 pays de la CEMAC ne peut s'en sortir tout seul, sans les autres. L'expérience que nous avons tirée des autres groupes, la SADC, ne serait-ce que l'Afrique occidentale, la CEDEAO, qui n'est pas loin de nous, montre bien que dès que le développement régional a commencé, les pays ont commencé petit à petit à sortir de l'isolement et de la misère. En Afrique centrale, dans le cadre de la CEMAC, rien ne marche. Libre circulation des personnes, libre circulation des biens, institutions sous-régionales, les banques, rien ne fonctionne. Même le passeport sous-régional a mis 10 ans pour apparaître, et encore, il est réservé à une élite. Si on n'arrive pas à construire nos pays, pays par pays, si on n'arrive pas à comprendre qu'il est temps de jeter les ponts entre les différents pays pour que la sous-région émerge, pour sortir les populations de la misère, je ne vois pas de perspective. Quelle est votre position par rapport à la CEMAC, par rapport à la nécessité de raccrocher les pays les uns aux autres pour que ça démarre? Voilà, ça rejoint ce que je venais de vous dire dans la salle et peut-être un peu tout au début de l'émission. Moi, je vous dis que j'ai adhéré à la vision de Souba parce qu'il y avait la dimension panafricaine. Et dans ma vie, dans mon comportement, dans tout ce que je fais, ici en France ou partout où je vais, si quelqu'un ne me connaît pas, quand je me présente, je ne dis pas que je suis congolais, je suis africain. Je suis allé à Francfort il n'y a pas longtemps. J'ai rencontré il est de la Guinée. Il m'a vu passer, il m'appelle, il me dit, monsieur, il demandait un renseignement. Je lui ai dit que non, je sortais d'une réunion parce que j'avais le badge, là j'ai sorti une réunion. Donc je vais à mon hôtel, n'est pas loin d'ici.
Après, il se met à pleurer. Il me dit, vous êtes d'où? J'ai dit, mon frère, tu es mon petit frère. Arrêtez toujours de commencer par vous êtes d'où. Salue-moi d'abord, discutons dans la conversation. Certainement, tu sauras que je suis africain comme toi. Et je ne suis pas obligé de savoir de quel pays tu es. Et tu sais pourquoi? Parce qu'à cause de ça, que nous sommes toujours à genoux. Quand tu vois ton frère, la première des choses, c'est de savoir vous êtes d'où. Mais si tu sais d'où il est, qu'est-ce que tu auras à partir de là, à partir de vous êtes d'où? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer? Donc, arrêtons maintenant cette démarche. Arrêtons cette démarche. Ça, c'est une démarche de pauvreté. C'est une démarche d'exclusion. Et c'est pour cela que nos chefs ne peuvent pas s'attendre. Bon, maintenant, quand on voit dans le cas de l'Afrique centrale, la prise de conscience au niveau de l'Afrique centrale, mais je venais de vous dénoncer que c'est un problème de système. Nous l'avons évoqué tout à l'heure à la conférence de presse. Mais qui dirige l'Afrique centrale? Lesquels sont acteurs de décision dans ce système? Mais c'est les mêmes gens. Comment ils gèrent leur nation? Quelles sont les ambitions qu'ils ont pour cette nation? Et comment voulez-vous que les gens qui ne sont pas capables, certains, de gérer leur nation, puissent gérer toute une communauté, la vision qu'avaient les pères fondateurs? Les pères fondateurs à cette époque-là. Comment voulez-vous qu'ils puissent partager cette vision? Mais cette vision, on ne peut partager que par des gens qui savent qu'économiquement, le Congo, avec le peu d'habitants qu'il a, il peut produire, même s'il devient extrêmement riche, il ne pourra pas s'en sortir. La preuve, les aliments aujourd'hui, avec le taux de natalité qui est très faible, le vieillissement de la population, obligé de faire appel à des étrangers, surtout beaucoup plus à ceux ressortissants de l'Union européenne. Mais il faudra que l'Afrique centrale soit à la dimension où, si le Cameroun est fortement développé, il sait qu'autour de lui, il a des chômeurs au Congo, au Gabon, et ainsi de suite. Mais ça, c'est une volonté politique. Tant que vous ne l'avez pas dans le pays, là où vous direz, vous ne pouvez pas voir dans l'ensemble du continent. Alors ce continent-là ne pourra être sauvé, de sortir du coma, qu'effectivement, car c'est un vrai changement, c'est un vent de changement qui sera porté et qui pourra mettre des gens qui ont le sens du développement de l'Afrique, le sens de la solidarité. Parce que c'est l'union qui fait la force. Les autres jours, là où l'Europe, on a vu que quand la Grèce était frappée, tout le monde s'est levé. Ils sont debout pour l'Espagne. Ils sont debout pour l'Italie. C'est ça, la solidarité. Mais l'Afrique n'a pas ça. N'a pas ça pourquoi? Parce que tant que ces gens-là, certains restent là, et nous allons toujours vivre ces choses longtemps. C'est pour cela qu'il faut changer. C'est d'où la nécessité de changement. Il faut changer. Il faut changer. Ma vision, dans ce que je fais, je viens de vous le décrire, je n'ai aucune distinction entre un Gabonais, un Camerounais, un Centrafricain. Encore mieux, ils sont tous avec moi. Et j'ai plein, par exemple, les gens de la RDC avec moi. Certains sont dans la salle même. Là-dedans, là, vous avez les Gabonais qui sont avec moi. Vous avez les RDC qui sont avec moi. Ils sont là. Vous avez les Camerounais qui sont avec moi. Ils sont là. Ils sont avec moi là. Je n'aime pas que les Congolais. Parce que le combat que nous menons, il est commun. Il faut que nous sortons de cela. Il ne faut pas que ce soit des discours inutiles, des discours creux. Il faut que ce soit des discours portés dans l'action. On voit dans le comportement quotidien que tu mènes, comment tu vis avec tes compatriotes, et on peut te faire confiance. Voilà, le problème il est là. Il est au niveau des dirigeants. Il faut le changer. Merci, Monsieur le Président du CRAC. Bon vent. Merci.